On parle souvent en 1919, le traité de Versailles qui a humilié les Allemands, mais est-ce qu'il ne répondait pas aussi à certaines vengeances des Français suite au traité de 1870, où on a livré 25% du PIB en or en 2 ans à l'Allemagne? Non, mais bon, l'histoire européenne est faite de vengeances, n'est-ce pas, successives. En 1940, on atteint des sommets, puisqu'au moment de l'armistice, on fait tirer de son musée à Redon le fameux wagon de l'armistice, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on se dit. Hein, bon. Et puis on pourrait multiplier les exemples de ce genre, même dans la technique diplomatique. C'est chaque fois, et puis c'est repris par la suite, enfin ça ne cesse pas. 1918, on réclame à l'Allemagne des drapeaux, si je comprends bien, si je me souviens bien, qui avaient été conquis sur Napoléon, qui étaient dans je ne sais plus quel musée à Berlin, et ainsi de suite. Ça fait partie des jeux européens traditionnels. Alors, le traité de Versailles, bien entendu, bon, les Français se revanchent, si vous me permettez. Mais le traité de Versailles, c'est une des grandes victimes de l'Europe actuelle. On ne peut plus en dire du bien. J'ai essayé de dire, en Allemagne, j'étais même parfois très maltraité par la salle quand je dis écoutez, comment voulez-vous que l'Allemagne, après une guerre perdue, comment voulez-vous que l'Allemagne, après une guerre perdue, garde 4 millions de Polonais et l'Alsace-Lorraine? C'est pas possible. Bon. Donc à partir de ce moment-là, les autres clauses, on aurait pu faire mieux incontestablement. Mais enfin, à partir du moment où l'Allemagne avait perdu une guerre mondiale, elle n'avait aucun espoir de garder 4 millions de Polonais qui n'avaient aucune envie de rester allemands. Aucune. Hein. 1 million, comment? Elle n'a même pas payé ses dettes en plus, l'Allemagne. Les Américains ont tout fait pour que les Allemands en plus ne payent même pas leurs dettes. Oui, non, mais en plus, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ça, vraiment, en 1919, bon, qu'est-ce que vous voulez le traiter? Et il aurait pu être mieux fait, mais il ne pouvait pas être radicalement différent. La vraie chose, alors ça, si vous me permettez, c'est ce que j'appelle les 3 clous sur le cercueil de l'Europe. Premier clou, c'est en septembre 1917. Les Européens, pendant 3 semaines, ont la possibilité d'engager entre eux des négociations de paix préliminaires à un rétablissement de la paix. Bon, c'est très sérieux. Tout le monde est disposé, sauf le président Poincaré et les conservateurs britanniques, qui font le choix de poursuivre la guerre, ce qui signifie que les Américains deviendront incontournables pour le règlement de la paix. On le sait très bien, c'est noir sur blanc dans les archives britanniques. Si on continue, pour les raisons financières, humaines et autres, on aura besoin de faire aux États-Unis vraiment la première place. Bon, donc, là, premier clou dans le cercueil de l'Europe. Deuxième clou, ça se passe en 1941. Le ministre économique de l'économie allemand, Funk, fait le 12 juin un discours à Vienne où il annonce une réorganisation économique de l'Europe avec un système monétaire, chose assez d'ailleurs entre nous, hein, ça se présente pas mal. Bon, c'est un discours public, hein, évidemment, mais enfin, c'est pas mal. Bon, tellement pas mal que Keynes, à Londres, dit à son gouvernement attention, là, les Allemands sont en train de. Ils vont conquérir l'opinion s'ils propagent des idées comme ça. Le gouvernement anglais dit absolument il faut faire un contre-projet. Alors, Keynes fait un contre-projet économique qui reprend au fond les mêmes orientations intellectuelles, mais simplement en incluant l'Angleterre et le Commonwealth. Disant, d'ailleurs, ça sera plus efficace parce que nous avons des moyens que l'Allemagne n'a pas, donc ça marchera mieux si on a ce projet économique européen avec nous. Bon. Et puis Keynes part peu de temps après, juillet 1941, pour Washington pour négocier de pré-bail. Et les Américains disent, qu'est-ce que vous prévoyez? Bien, on va faire ça. Non, non, les Américains, non. Non, pas de réorganisation de l'Europe. Ce sera une réorganisation mondiale. Pas européenne, non, non, mondiale. Et à partir de ce moment-là, on arrive à Bretton Woods et au FMI en 1944, qui est le point de départ. Et ça, c'est très net. Les Allemands sont informés en 1943, parce que figurez-vous que les banquiers allemands et alliés continuent à se fréquenter à Bâle. Parce que la Banque internationale de Bâle continue à gérer les histoires des années 30, et ils se rencontrent de façon très... Bon, mais ils se rencontrent encore en 1943, et les Anglais font savoir aux Allemands à quoi va ressembler l'après-guerre. Les Allemands lèvent les bras au ciel en disant « mais c'est la domination du dollar, c'est l'impérialisme américain, etc. » On croirait entendre M. Mélenchon, si vous voulez. Enfin bon. Mais c'est le deuxième clou dans le cercueil, parce que
c'est vrai, d'une certaine façon, c'est pas faux. Bon, mais le troisième clou dans le cercueil, c'est maintenant. On va vous dire que tout ça va se terminer par un contrôle total sur l'économie européenne et qui fera venir son énergie des États-Unis, qui va avoir les plus grands problèmes économiques et financiers, vous m'avez compris, et l'OTAN, bien entendu. Voilà, ce que j'appelle les trois clous dans le cercueil. Je réponds à peu près à la question, je pense, hein. Faut me suivre. Bon. Monsieur. Alors, je ne sais pas si ma question n'est pas hors sujet, mais vous, personnellement, vous sentez plutôt européiste, souverainiste ou entre les deux? Moi, écoutez, bon, pour commencer, je suis universitaire, donc j'essaie de garder un jugement historien sur ces questions. À titre purement personnel, je me sens européiste, mais pas dans le sens que ça a pris maintenant, puisque l'Union européenne, depuis son évolution dans les années 90, que je peux parfaitement décrire, enfin, ce sera encore une autre conférence, elle est devenue mondialiste. Alors là, elle ne m'intéresse plus. Est-ce que je réponds à peu près à votre question? Une Europe souveraine, quand le président de la République parle d'une Europe souveraine, enfin ça, il y a toutes les arrière-pensées, tout ce qu'on peut dire, mais enfin, la formule en elle-même, moi je la trouve la plus raisonnable, si on veut l'appliquer réellement. Hein. L'Europe des nations, non? Ça, à la limite, écoutez, très franchement, j'ai beaucoup travaillé sur le général de Gaulle aussi. Et l'Europe des nations, de Gaulle lui-même était capable de ne pas prendre ça uniquement comme un d'aller au-delà du slogan qu'il avait lui-même lancé, l'Europe des nations. Il disait d'ailleurs pas l'Europe des nations. L'Europe des États. Les États-Unis d'Europe de Victor Hugo. Non, oui, mais De Gaulle disait l'Europe des États. C'est encore De Gaulle disait l'Europe des États. On lui fait dire l'Europe des nations, il disait l'Europe des États, en fait. Bon, mais écoutez, c'est très simple. Hein. Le plan Fouchet de 1962, qui était un plan d'organisation d'union politique, qui s'appelait l'Union politique, d'ailleurs, européenne, c'était très exactement l'équivalent du traité de Maastricht. Mais évidemment, à 6, hein, sans les Anglais, etc. Et ça a été accepté par les partenaires. Simplement, au tout dernier moment, De Gaulle a imposé dans le texte prévu que l'on retire la mention de l'Alliance Atlantique. Ce qui, son point de vue, se comprenait très bien, mais qui n'était pas acceptable pour les partenaires. Pour 36 raisons, je peux vous faire une conférence, pas tout dire. Et à partir de ce moment-là, ça a échoué. En avril 62, les Européens auraient pu avoir, dès avril 62, l'équivalent du traité de Maastricht, dans des conditions tout à fait différentes, ce qui leur aurait permis, peut-être si ce n'est pas produit, hein, de développer un minimum de solidarité stratégique. Je m'intéresse surtout aux questions politiques et stratégiques. L'économie, c'est peut-être plus facile à régler. Vous savez qu'actuellement, il n'y a pas de stratégie européenne. Même l'état-major français, quand il prépare une opération, il utilise les formulaires OTAN. 600 pages. Formulaire OTAN pour préparer une opération, c'est 600 pages. C'est le même formulaire pour tous les pays européens de l'Alliance. Alors comment voulez-vous qu'il y ait une indépendance stratégique, même une autonomie stratégique européenne dans ces conditions? Voilà. Ça, c'est le résultat. Enfin, je ne peux pas aller plus loin dans le sens que je pense avoir répondu. Il y a d'autres questions. J'ai vu des mains qui se levaient déjà avec insistance. Monsieur. Pensez-vous que les projets européens de l'Axe sont finalement repris par d'autres projets qui existaient antérieurs? Je pense notamment à l'Union pan-européenne de Richard Coudenhove-Kadergi au début des années 20. C'est une excellente question. Figurez-vous qu'il a essayé de vendre, entre guillemets, pardonnez-moi, son projet à Mussolini. Bon, ça n'a pas trop bien marché. Mussolini se méfiait de lui, en fait. Et puis... Coudenhove et Kadergi avaient une très forte personnalité, bon. Mais il y avait quelque chose qui intéressait Coudenhove et Kadergi, c'est que Mussolini était anti-bolchevique. Et ça, c'est un point de rencontre. Ça aurait pu aller plus loin. Mais Mussolini savait parfaitement, je crois même qu'il a reçu lui-même, mais en tout cas ses collaborateurs, je parle de Mussolini, savaient très exactement qui c'était, étaient en contact. Donc, c'est pas du tout inconnu. Ça fait partie, d'une certaine façon, de la nébuleuse des années 30. Voilà. Madame.
Merci. Je voudrais rappeler une chose qui est un peu escamotée, c'est qu'il y a 30 ans, l'Allemagne a reconnu l'indépendance de la Slovénie sans le référendum constitutionnel prévu, donc en violation des accords d'Helsinki. Et 3 semaines après, elle a menacé, parce que le traité de Maastricht est en préparation, il y a eu des protestations, bien sûr, les accords d'Helsinki ont été signés par toute l'Europe en 1975. Ils ont fondé la coopération et la sécurité en Europe. Et les protestations, l'Allemagne a dit, si vous ne le suivez pas, je ne signerai pas le traité de Maastricht. 3 semaines après, les 11 ont suivi, et cerise sur le gâteau, parce que je ne veux pas être trop longue, 3 semaines après, les 12 signent le traité de Maastricht. Donc, entre-temps, la Yougoslavie a été massacrée dans le conflit européen le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde le sait. Eh bien, titre 5, article J1, comme premier jour du traité de Maastricht. Ces mêmes articles d'Helsinki, ces accords d'Helsinki, sont prônés pour la paix par les 12. Sont prônés oui. Pour la paix oui. Par les 12. Oui, oui, ils les ont violés 3 semaines avant. Mais donc j'aimerais beaucoup qu'on creuse cette question, qu'on reconnaisse cette violation. Elle doit être reconnue parce que les fondations de l'Union européenne sont pourries. Non mais je peux, si vous voulez, j'ai pas parlé tellement des Balkans, pardonnez-moi, mais on remonte aux années 30 et 40. Hein. La Croatie indépendante, c'est après l'attaque allemande en 1941. La division des Balkans, une petite Serbie, la Slovénie reprise par les Italiens dans un premier temps, la Croatie, etc. Tout ça, c'est très directement lié à la Deuxième Guerre mondiale. Et il est très facile de démontrer, je vais dans votre sens, vous savez, que le gouvernement allemand, il n'a pas caché d'ailleurs en 91-92, le gouvernement Kohl a été très influencé par les très nombreux Croates qui se trouvaient depuis la guerre en Allemagne. Et qu'on voyait, il y avait des restaurants, des brasseries, on entrait, et on entendait la musique. Il y a toujours des musiques dans les mastringues, si vous voulez. Et on reconnaissait l'hymne Oustachi. Parfois, ça m'est arrivé d'entendre l'hymne Oustachi, qui est très facile à reconnaître. Ça, c'est l'Allemagne des années 60. Et donc, tout le monde avait compris au moment de l'affaire de l'éclatement de Yougoslavie que la reconnaissance rapide, pas seulement de la Slovénie, madame, mais de la Croatie, c'est même encore plus important, a été faite à la demande de l'Allemagne, sans aucune précaution, et certainement, je suis tout à fait d'accord avec vous, enfin, le détail, ça peut toujours... Ensuite, bon, mais c'est le point de départ d'une histoire qui est loin d'être terminée, et ça fait partie également du processus qui a progressivement éloigné, ou encore plus éloigné, on peut discuter, la Russie des pays de l'OTAN. C'est directement lié aux affaires yougoslaves. Oui, monsieur. Monsieur. Un de mes professeurs avec qui je suis des cours à Paris 4 et qui, on va dire, très européiste, mais dans le sens mondialiste que vous critiquez, quand je lui ai parlé de votre livre, il m'a dit c'est un ouvrage dangereux. Je lui ai dit, mais pourquoi? Alors, il a pas développé, il a dit, mais quand on regarde par exemple la plupart des élites françaises dans les années 30-40, on peut penser par exemple à Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, Saint-John Perse, et une bonne partie des élites qui ont collaboré. Quand on regarde après leur parcours dans l'après-guerre, après 1945, c'est souvent des élites qui ont particulièrement défendu l'atlantisme et en partie l'Europe fédérale et qui ont combattu De Gaulle pour une grande part. Et donc il dit, disons que dans la mémoire surtout française, les gens associent Vichy à un régime nationaliste anti-européen, c'est un peu l'idée qu'on se fait, et ce qui a suivi l'inverse. Et c'est pour ça qu'il m'a dit votre livre dérange parce que il peut remettre en cause la manière dont les Français voient leur histoire, surtout que la Seconde Guerre mondiale, qui est un peu une obsession Vichy. Eh bien, le collègue l'a compris, hein, c'est bien ça. Il y a des endroits pour tout. Je tiens une chronique mensuelle de relations internationales
dans une publication mensuelle qui s'appelle Politique Magazine, vous connaissez peut-être, bon, où là je m'exprime en tant que certes canaliste, toujours universitaire, mais enfin quand même, bon, là je fais un livre d'histoire, mais certaines personnes m'avaient dit, quand j'annonçais que ça allait sortir, je n'étais pas encore présent, il faut un certain temps pour réagir, il me demandait sur quoi vous travaillez, je travaille sur ça, il disait, mais c'est dangereux, ça pourrait porter un jour fâcheux sur l'Union européenne actuelle. Et je répondais, mais c'est pas mon problème, hein, c'est pas mon problème. En tout cas, le collègue a parfaitement bien compris. La question précise que vous soulevez est d'ailleurs extrêmement complexe, parce que vous avez, après la guerre, vous avez effectivement des, entre guillemets, nationalistes, au sens de l'indépendance nationale, disons. Bon, vous avez des européistes et vous avez des atlantistes. On a souvent tendance à mettre les deux derniers groupes dans le même bain. Alors, c'est pas exact, c'est pas vrai du tout. C'est beaucoup plus compliqué. Et je dirais que d'une certaine façon, De Gaulle s'est moins mal entendu avec certains européistes. Il a toujours respecté Robert Schuman. Même s'il n'était pas d'accord. Jean Monnet a quand même été placé par De Gaulle à la tête du commissariat au plan, et pas par hasard, il s'agissait de faire échapper l'économie à la mainmise des communistes après la guerre. Bon, alors évidemment, De Gaulle, Monnet, c'est pas... Mais c'est très, très compliqué, il faut beaucoup de doigté historique. Charles de Gaulle étant lui-même une personnalité extrêmement complexe pour arriver à suivre tout ça. Mais vous aviez des gens qui étaient vraiment des atlantistes. Certains avaient eu des sympathies pour la collaboration, mais en général non, parce que l'atlantisme, il naît avant la guerre de 40. Il naît dans les années 30, l'atlantisme au sens actuel. Il y a un exemple qui a été rappelé par un bon documentaire de la télévision sur le festival de Cannes. Très franchement, le festival de Cannes, pas, sauf la montée des marches par Madame Cotillard l'autre jour. Effectivement, je n'ai pas pu ne pas regarder. Enfin bon, mais indépendamment de ça, qui n'est quand même pas du tout politiquement correct, franchement, je ne m'étais pas intéressé. Mais j'ai découvert l'autre jour qu'on avait lancé le projet pour 1939 et qu'il a failli être tenu, ce premier festival en 1939, contre la Biennale de Venise. Pardonnez-moi, oui, c'est la Biennale de Venise, et ce que faisaient les Allemands également, c'est qu'il y avait une compétition culturelle autour du cinéma en Europe. Et Jean Zay, qui était le ministre français de l'Éducation à l'époque, il n'avait pas simplement fait organiser, préparer ce festival de Cannes, qui a commencé pratiquement, il aurait dû avoir lieu s'il n'y avait pas eu la guerre en septembre 1939, mais il l'avait fait en accord avec l'industrie cinématographique de Hollywood. Et c'est déjà une position atlantiste qu'on retrouve d'ailleurs chez Léon Blum, avant et après la guerre. Léon Blum signe en 1937 un accord avec les Anglais et les Américains sur les questions monétaires, qui est en fait le point de départ de l'atlantisme moderne dans ce là plus concret, si vous voulez. Je parle évidemment pas de Paul Reynaud, qui est tout à fait dans ces mêmes orientations. Donc, pour poursuivre notre propos, face aux années 30 européistes, que j'ai évidemment décrit sur le sujet, bon, vous avez un début d'atlantisme des années 30. Vous avez un livre qui est sorti récemment, qui est de M. Patrick Weil, consacré à Bullitt, un Américain qui a joué un rôle très important, qui était ambassadeur à Moscou, puis à Paris, etc., qui est un conseiller de Wilson, puis de Roosevelt. C'est tout à fait passionnant. Hein. Bon, j'ai oublié le titre exact du livre, enfin, ça vient de sortir. Et c'est très exactement ça. Et vous avez tout un projet américain avec des partisans en Europe, qui est un projet libéral, mondialiste, si vous voulez, pas peut-être dans le sens actuel, mais enfin atlantiste, en tout cas certainement atlantiste, avec des partisans en Angleterre, commencé par Churchill lui-même, n'est-ce pas? Vous avez donc déjà, voilà, cette chose, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux et influents en Europe continentale, en tout cas en 1939-40, que ne sont les autres groupes des années 30 dont je vous ai parlé. Alors, évidemment, c'est toujours plus compliqué, parce qu'en même temps, M. de Chambrun
qui est le gendre de Laval, et il est un des représentants attitrés de cet atlantisme pour des raisons quasiment familiales. C'est toujours compliqué. Pétain lui-même a essayé de jouer la carte américaine, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Pétain compte sur les États-Unis pour obtenir que les Allemands ne soient pas trop vainqueurs et que les Soviétiques, après la guerre, nous fichent la paix. Il compte sur les États-Unis pour ça. Tout à fait entre nous, d'ailleurs, le calcul n'a pas si mal marché que ça, finalement, si vous prenez un peu de recul. Bon. Ils sont tous parfaitement conscients, et également en Allemagne, en Italie, du poids incontournable désormais des États-Unis, pour s'en féliciter ou pour le regretter. Et là, c'est ça. Je suis désolé, ça c'est l'histoire contemporaine, on n'en finit jamais. On pourrait être là encore demain matin, très volontiers pour ma part, mais... Avant-dernière question, monsieur, puis vous pour la dame. Vous en avez une? Non? Oui. Et question, pas témoignage pour deux mots. Non mais, un habitué, donc question. Merci de votre conférence, monsieur Laurent. Est-ce qu'il y a un modèle qui risque de se développer dans les années à venir sur une forme néo-fédérale européenne qui serait beaucoup plus innovante et dangereuse pour les différents États européens? Écoutez, c'est très intéressant, c'est à suivre de très près votre question, parce que ça, dans la crise actuelle, qui est extrêmement sérieuse, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, enfin bon, il commence à y avoir une prise de conscience depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, du fait que si on continue comme ça, on va à des événements non seulement très graves, mais surtout durables. Un conflit plus ou moins larvé, de longue durée avec la Russie, et que ça ne peut en aucun cas faire les affaires des Européens, quoi qu'ils pensent par ailleurs des affaires ukrainiennes, etc. Alors je suis très frappé de voir que des personnalités aussi différentes, M. le Président de la République a dit le 9 mai quelque chose qui a été très remarqué dans les pays anglo-saxons et très critiqué. Il faudra trouver une solution sans humilier les Russes. Alors vous n'imaginez pas sans humilier les Russes, ça nous paraît une évidence. Mais ça a été très vertement reproché à Emmanuel Macron par les opinions, disons, qui font l'opinion, les gens qui font l'opinion à Washington et à Londres. J'ai des contacts réguliers, nous avons des groupes de travail en Zoom, enfin j'ai leurs avis chaque semaine pratiquement. Et qu'est-ce que je n'ai pas entendu dire? Bon, en Allemagne, visiblement ça coince, hein. C'est-à-dire que le chancelier Scholz n'est peut-être pas un orateur extraordinaire, bon, visiblement il résiste. Les Allemands finalement fournissent moins d'armement à l'Ukraine qu'on avait pensé à un moment donné. La première raison est toute simple, ils n'ont pas. Bon, mais les responsables allemands sont de plus en plus conscients des problèmes que l'économie allemande va rencontrer dès l'automne. Le gaz russe, pas seulement pour se chauffer, encore que l'idée de passer un hiver en Allemagne, c'est un pays où on gèle l'hiver sans gaz russe, non. Mais BASF, qui utilise le gaz russe pour en extraire des produits chimiques, parce que le gaz, c'est pas seulement pour chauffer, c'est pour des produits chimiques, pour l'industrie chimique. BASF a prévenu qu'il mettait la clé sous la porte avec 140 000 personnes en chômage technique. Et ils ne sont pas les seuls. Et oui, alors donc, il y a des inquiétudes qui commencent. On devait penser que ça ne durerait pas très longtemps et que les sanctions mondiales arriveraient à moyenner. Enfin bon, voilà. Alors, vous avez également, même M. Draghi en Italie, qui est très, très atlantiste, etc., il commence à dire qu'il faudrait quand même trouver le moyen de former une Europe plus fédérale et plus autonome. Donc, il y a quelque chose. Alors, la seule chose, c'est que si ces tendances existent, je vous signale que le New York Times a publié hier, sans doute peut-être un éditorial, dans lequel pour la première fois ils disent mais où va-t-on? Il faudra quand même terminer cette guerre. Ça, c'est nouveau à Washington, hein. Donc il y a des évolutions possibles. Qu'est-ce que ça peut donner? Il reste deux problèmes à mes yeux. J'ai dit assez matérialiste les choses. Dans ce problème économique, immanquablement, on va être très dépendant des États-Unis et des pays qui contrôlent le Moyen-Orient, etc., pour nos fournitures en énergie. Alors je sais bien que nous allons tous marcher à pied, bien entendu. Bon.
Au vélo, oui, moi je ne pas. Au vélo, je ne peux plus, mais à pied, je peux encore. Bon, tout le monde est tout à fait d'accord. Vous savez très bien, c'est de la blague, c'est pas possible. Donc, on va être dépendant des États-Unis. Sur le plan militaire, l'entrée de la Suède et de la Finlande dans le pacte atlantique, probable, la résistance de la Turquie, va encore accroître cette tendance. Si vous parlez à un Polonais, à un Balte, etc., ou à un Anglais, les Anglais en plus veulent se venger de la France à cause du Brexit. Alors ça, en plus, ça complique tout. Eh bien, c'est extrêmement. Ça, c'est OTAN, OTAN, OTAN. Tout est là, tout est prévu. Vous savez pas, c'est ça. On ne sait pas que. Vous savez pourquoi l'OTAN a évité de déclarer l'état d'urgence? Alors qu'on aurait pu penser que l'OTAN allait déclarer l'état d'urgence à la situation actuelle. Et non, parce que tant que Sakharov, le commandant américain, chef de l'OTAN en Europe, n'a pas fait déclarer l'état d'urgence, il n'a pas besoin de rendre compte au Conseil Atlantique. Et il dispose d'une directive qui lui donne le droit de tout décider, parce qu'il y a quand même des unités OTAN, hein, il y a du matériel, il y a des gens, il y a un tas de choses. Il doit contrôler actuellement, directement, son commandement direct, au moins 40 000 hommes. Bon. Qui sont affectés. Et il peut faire ça sans un référé aux pays membres. Alors, ils font ce qu'ils veulent, les Américains. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, je vois assez mal ce que je vous dis entre nous. J'aurai la télévision devant moi, je ne vous cache pas, étant donné les pressions qui sont exercées beaucoup plus prudent, hein, je vous le dis très franchement. Ce sont d'énormes pressions qui s'exercent dans ce sens-là. Alors on verra, on verra, mais actuellement, tout dépendra de la façon dont la guerre. Si on arrive assez rapidement à au moins un cessez-le-feu et un début de négociation qui prendra des années, qui sera bon, c'est une chose. Si la Russie gagnait d'un seul coup, je ne crois pas. C'est encore autre chose. Si la Russie s'effondrait complètement, ce sera encore autre chose. Je ne le crois pas non plus. Elle ne va pas s'effondrer, la Russie. Hein. Les toutes dernières nouvelles, je reçois tous les jours un bilan synthétique des services secrets britanniques qui est diffusé en public. Je n'ai pas de contact spécifique. Et depuis 2 ou 3 jours, je trouve le ton un peu retenu. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu retenu. Ça avance à la russe, c'est-à-dire lentement, mais sûrement, à mon avis. Voilà. Donc, je peux pas. C'est la grande question, c'est la question des questions. Je ne peux pas en dire plus. Dernière question, monsieur. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé de la crise qu'a traversée la Suisse pendant la guerre, entourée par les puissances de taxes, qui a amené à sa sortie du système de clearing. Il y avait un autre pays neutre pendant cette guerre, neutre en théorie, mais qui fournissait stratégiquement comme du minerai de fer et des combattants à l'Allemagne nazie. Est-ce que la société suédoise a été traversée par ce même genre de crise? Extrêmement bonne question. Je rigole parce que donc mon père était diplomate français, bien sûr, à Moscou en 56-58. Tout ça, c'est des souvenirs encore très frais. Il y avait des soirées entre diplomates occidentaux. Ils se voyaient qu'entre eux, pratiquement. Bon. Et puis un jour, ils ont tous assisté, médusés, à une discussion acharnée et de plus en plus furibonde entre les diplomates suédois et les diplomates suisses, à savoir qui avait le plus profité de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous jure que je n'invente rien. Et ils oubliaient complètement où ils étaient, les autres, les Lyon, les Braves. Alors bon, alors la Suède est un cas très intéressant. C'est le premier pays où on a introduit l'eugénisme. L'eugénisme, on n'a pas parlé, on ne peut pas parler de tout, ça fait partie des années 30. Vous avez des textes de gens considérés vraiment comme faisant partie du panthéon libéral, qui écrivent avant la guerre de 39, avant la guerre, programme hitlérien, bon c'est pas bien, mais les choses sont quand même pas mal, enfin l'antisémitisme c'est pas mal, l'eugénisme c'est très bien. Vous avez des gens qui ont fait carrière toutefois en Europe par la suite et qui écrivent ça à l'époque. Bon, l'eugénisme a été légal en Suède. La Suède a laissé passer des troupes allemandes pour aller en Norvège, des relèves de permissionnaires, comme on dit, pendant toute la guerre. Elle a livré le fer, comme le rappeliez. Elle a rendu les plus grands services.
en restant neutre malgré tout. Il faudrait une étude en profondeur des mouvements culturels. Certains écrivains suédois soutiennent le régime nazi. Non. Il y a des... Göring avait épousé une Suédoise, Sarah Leander, qui est une chanteuse, moi je trouve extraordinaire, enfin chacun a ses goûts, bon, qui était très très prisée dans l'Europe du Troisième Reich. En plus, une actrice, très bonne actrice, elle a fait de très bons films. Sarah Leander, elle était suédoise, hein, bon. Et vous avez donc, en fait, à la limite, c'est un monde germanique. La question posée, à l'époque, n'a même pas de sens. Vous voyez ce que j'essaie de dire. Pour la Suisse, c'est différent, parce qu'il y a quand même un sens, la très grande majorité des Suisses, même alémaniques, d'un rôle spécifique, plus indépendant de l'Allemagne, à mon avis, que l'étaient psychologiquement les Suédois à l'époque, ou culturellement les Suédois à l'époque. Je parle avec les plus grandes précautions, c'est très, très délicat. Je connais très bien la Suisse, j'y suis né, j'y vais souvent, et d'autre part, je peux m'exprimer dans les 3 langues de la Confédération, ce qui fait que je peux avoir des contacts plus, disons, plus directs avec mes collègues. Quand je commence à poser des questions gênantes, ils parlent entre eux et ils dérivent progressivement vers le suisse allemand. Alors là, je comprends de moins en moins, parce que le suisse allemand, c'est assez différent du Hochdeutsch, et à la fin, je ne comprends plus du tout. Il y a des choses assez amusantes comme ça. Mais honnêtement, il y a eu une crise tout à fait au début, après la défaite de la France. Il y a un corps, le 3e corps de l'armée suisse, avec leur système d'officiers de réserve, leurs généraux, leurs colonels, enfin pas de généraux, sauf 10 ans, seuls généraux, les colonels, c'était des gens qui représentaient la grande société suisse, les industriels, ça, qui étaient des officiers de réserve. Bon. Et il y a le 3e corps a été partisan de s'allier à l'Allemagne, en tout cas après la défaite de la France. Et ça a été repris en main par différents moyens, et en particulier par le général Guisan, qui était donc général à l'époque en Suisse, canton de guerre, commandait. Et il a réuni tout le monde, tous les officiers, au Rütli, sur le lac des 4 cantons, Prairie, où Guillaume Telstra, enfin, historiquement, chaque année, il y a une grande réunion là. Il a tenu un discours qu'on appelle le rapport du Rütli, dans lequel il dit très exactement: non, nous allons défendre la neutralité armée, comme nous avons toujours fait, comme nous sommes tenus de le faire pour les textes internationaux. On ne se laisse pas faire, je ne veux pas avoir de tête qui dépasse. Ça a été dit très, très clairement. Et à partir de ce moment-là, par des mesures police helvétiques assez efficaces, hein, on a mis à l'écart les gens dangereux. Et ils ont réussi à conserver ce qui était leur premier problème, l'unité morale du pays. Bien entendu, il y a eu des livraisons, qu'est-ce que je vous dis, les usines de Zurich, on les connaît, on fournit des pièces d'artillerie à l'Allemagne, évidemment, et ainsi de suite. Les problèmes des pays européens, c'est qu'ils ne peuvent pas se faire la guerre sans se vendre des produits militaires. Ils sont très intégrés. Alors la Suisse vendait également des choses aux Anglais, enfin, c'est comme ça. Bon. Mais sur le plan financier, c'est très connu. Mais malgré tout, ils n'ont jamais accepté l'idée de s'intégrer dans le nouvel ordre européen. Très clairement. Avec les Anglais, sont les deux les plus fermes, dans des circonstances tout à fait différentes, les deux les plus fermes là-dessus. En Angleterre, ça n'a pas été évident du tout, vous savez. Pardonnez-moi, je prends quelques instants, c'est quand même important, parce que le mois de mai 1940, le gouvernement Chamberlain s'effondre, et c'est le roi qui désigne à l'époque le Premier ministre. Hein. Il a le choix entre Churchill et Halifax. Il est très proche de Halifax, le roi, à titre personnel. Churchill, pas du tout la même chose, en ce que Churchill avait pris la défense d'Édouard VIII au moment de l'abdication d'Édouard VIII, une crise profonde, et psychologiquement pour le roi Georges VI, qui était très timide, des problèmes psychologiques, parce que il a choisi, là il a rendu, je pense, le plus grand service
qu'un souverain britannique ait jamais rendu l'humanité. Il a choisi Churchill. Alors que tout l'aurait conduit à choisir Halifax. Si c'était Halifax, c'est très clair. L'Angleterre acceptait ce que pratiquement Hitler, même pas pratiquement, de fait, Hitler lui proposait de se consacrer à son empire et puis laisser les Allemands en Europe faire à peu près ce qu'ils voulaient. Un peu de discours peut-être autour. Voilà, alors ça c'est probablement la décision la plus cruciale, avec celle, dans le sens, si vous voulez, d'Hitler d'attaquer l'Union soviétique. Après beaucoup de débats, de réflexions. Et on a les témoignages des diplomates étrangers qui étaient en poste à Berlin, en particulier les Italiens, qui voyaient les dirigeants allemands. Il n'y a aucune joie, ni dans la rue. D'ailleurs, on voit même des bandes d'actualité d'époque, c'est étonnant. On voit les Berlinois qui entendent la proclamation d'État de guerre avec la Russie, ils font une drôle de tête, hein, ils ont parfaitement compris ce que ça signifiait. Et quant aux responsables de l'armée, de l'économie, etc., la plupart disaient « Oula, la Russie », qu'ils connaissaient. Hein, les militaires allemands s'étaient entraînés en Russie dans les années 20. Ils connaissaient le pays, ils savaient ce que c'est qu'une route en Russie l'hiver. Voilà. Ça répond à peu près à votre... Merci beaucoup, professeur. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.